Eh ben, bonjour Oscar. Alors, merci d'avoir accepté cette interview, puis surtout merci de venir faire la conférence le 11 octobre euh, au sujet de ce livre que j'ai dégusté, parce que pour moi, c'est, c'est une fable, c'est un conte, c'est un message aussi. Enfin, il y en a pas mal des messages à l'intérieur. J'ai remarqué. Et alors, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que les gens sont toujours divisés à l'intérieur d'eux-mêmes, où c'est le bien, où c'est le mal. Quand on parle d'Oscar Freisinger, on fait Ah, le diable. Et puis d'autres disent Waouh, génial. Oui, ça, c'est toute ma vie. Donc, mais déjà, même avant que je fasse la politique, j'étais plutôt quelqu'un qui polarisait, dans le sens où je n'aime pas les tièdes. C'est ça. Oui, Mon ça se Dieu, sent. les vomis de sa bouche et moi aussi. Donc, je suis désolé, mais j'aime pas les tièdes. J'aime pas d'ailleurs les aliments tièdes. J'aime pas les boissons tièdes. J'aime pas ce qui est tiède. Ou bien c'est chaud, ou bien c'est froid. On discute pas comme ça. Et là, évidemment que vous polarisez. C'est C'est forcément. clair. C'est Et absolument c'est clair. programmé, donc c'est quasiment dans mon programme génétique. Donc j'y suis pour rien. C'est pas même nécessairement que la politique. Mais c'est clair qu'en politique, ensuite, on peut considérer un être humain toujours sous deux angles. Ce qui plaît aux uns déplaît aux autres. Mais on peut aussi voir la complémentarité. Moi, je veux dire, je comprends qu'il y ait des gens qui aient une vision politique différente de la mienne, qui aient une vision philosophique différente. Je ne serai pas celui qui leur jette la pierre. Simplement, ce ne sera pas la mienne. C'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement reprendre ça pour moi, mais vivre et laisser vivre, ça me convient assez bien. Jusqu'à un moment donné où les comportements de ces personnes commencent à être nocifs pour la communauté ou pour moi ou pour mes enfants, etc. À ce moment-là, oui, là, je risquerais de durcir la position. Mais tant que ces gens, ils vivent leur affaire, ils croient ce qu'ils veulent, ça me gêne absolument pas. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, la tolérance est inclue dans le programme. Donc, puisque j'attends qu'on accepte que, voilà, que je suis quelqu'un qui polarise, pas forcément, je ne vais pas, moi, jeter la première pierre à celui qui ne pense pas comme moi. Mais par contre, j'ai remarqué que ceux qui ont le plus le mot tolérance à la bouche, c'est ceux qui le pratiquent le moins. Donc, Ça, on est d'accord et on le vit de plus en plus, hélas. hélas, oui. Oui. On ressent quand même chez vous, par votre attitude, par ce que vous êtes, en fait, on ne croit pas qu'il y ait de la tolérance parce que vous êtes assez carré. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que j'ai toujours ressenti que chez vous, il y a un poète, il y a un utopiste, il y a un rêveur, il y a quelqu'un qui veut faire évoluer la réalité. Et, et c'est ce qu'on voit à travers vos écrits. Ben, disons que oui, je suis plutôt un poète et un mystique qui est tombé dans le chaudron de la politique. C'est un accident. Et Oh, il puis, n'y a jamais de hasard. ah ouais, ouais, mais il y a eu une succession d'accidents qui ne sont pas des hasards, qui fait que ça a duré quand même 20 ans. Mais c'est pas ça la passion de ma vie et c'est pas ça le sens profond de ma vie. C'est vraiment les lettres, la communication. Je suis en train d'écrire déjà un nouveau roman là. Oui. Euh, de toute ma vie, j'ai écrit. Je fais par exemple actuellement des chansons en dialecte haut-valaisan, du Waouh. style des chansons de Brassens, mais en dialecte haut-valaisan. Alors ça donne quand même des trucs assez rigolos, hein. Euh, donc le verbe déjà tout enfant a occupé le plus clair de mon temps. Donc je faisais du sport et je lisais. C'est quand j'étais gamin. C'était les deux activités principales. Lire et activité sportive. Dans le sens du mens sana in corpore sano, c'est un peu ça. Et ma maman qui s'est aperçue très vite que je réagissais et que je retenais tout de suite les comptines, les chansons, etc. Elle m'a évidemment nourri à fond, parce qu'elle-même aimait chanter, elle aimait faire ce genre de choses. Et c'est clair que ces impulsions-là, quand vous avez cette aspiration à ce domaine, vous avez un don pour ce domaine en plus, et que vous êtes tout de suite nourri de cette manière, ça vous pousse en avant. Donc là, je suis très, très reconnaissant quand même à ma maman pour ces toutes premières années. Et là, on parle de 1 an et demi, 2 ans, c'est là que ça se joue, hein. C'est là que le cerveau, il trace les lignes qui le détermineront pour le suite de la vie. Oui, Le- absolument. Ouais, les 3 premières années sont Ah essentielles. ouais, 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 ouais. C'est là que ça se met en place, on va dire. Et alors là, on ressent dans votre livre, et puis j'ai écouté aussi certaines interviews de vous, vous avez un sens de la métaphore et un sens de l'image, en fait, verbale,
qui est quasiment spontané, inné en vous. Oui, oui, pour moi, les mots, c'est magique, c'est quasiment, ouais, c'est ce qu'est le bâton magique pour un magicien. Ting, et puis la citrouille, elle se transforme en carrosse. Donc, et le mot a vraiment ce pouvoir. Un jour, un de mes amis me dit, on marchait ensemble, et puis tout à coup, il s'arrête, il me regarde, et il me dit, mais au fond, t'es vraiment un poète, mais à fond la caisse. Je dis, oui, oui, pourquoi t'as douté? Il dit, non, mais je pense que tu sacrifierais un empire pour un bon mot. J'ai dit, ouais, absolument, oui, oui. Bah, alors, il m'a dit, alors, t'es un poète, ça, c'est sûr. Alors là, il n'y a pas de Oui, doute. et c'est dommage que les gens vous voient sous l'étiquette politique, parfois avec des propos qui sont pour eux un peu radicaux, alors qu'en fait, derrière vous, il y a un sens de la dérision, de la rigolade et de la poésie quasiment permanent. Oui, faut pas trop prendre trop au sérieux. C'est pas, quand j'écris un livre, c'est pas l'auteur qui compte, mais je m'aperçois d'ailleurs dans le monde moderne, c'est plus, il s'intéresse qu'à l'auteur. Là, c'est l'auteur qui est déterminant, c'est ça qui va occuper les médias. Mais au fond, combien de fois je suis interviewé par des journalistes qui n'ont même pas lu mon livre? Oui, 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 mais c'est Dernièrement, je viens de donner 2 interviews. Le gars en face, et puis il l'avoue en plus. Il a dit, j'ai pas lu ton livre. Est-ce qu'on peut quand même faire l'interview? J'ai dit, bon, bah, je vais compenser. J'ai regardé l'interview après. On remarque rien, hein. ouais, c'est ça. Mais je prépare le coup avant. Je lui dis, bon, bah, tu as intérêt à poser ça, ça, ça comme question. Puis ensuite, moi, je meuble. Et puis ça passe très, très bien. Mais c'est quand même scandaleux quelque part. Donc, au fond, donc, tu écris, tu te donnes de la peine. Oui, Euh, et déjà, il y a l'illettrisme qui grandit à vitesse grand V. Donc, je pense que j'écris pour des lecteurs qui bientôt n'existeront plus. Le 90% de mes lecteurs sont des femmes. Quand je fais des lectures publiques, c'est des femmes. C'est très peu d'hommes. Ils lisent plus de romans. Ils lisent plus de ce genre de choses. ouais, Ils lisent, c'est ce que tu écris d'ailleurs à la fin de ton livre. ouais. C'est Oui, je le thématise un peu. Ouais. ouais, 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 parce que il y a vraiment un passage où tu expliques bien que Épilogue, je crois. Quand je fais l'analogie parce que donc l'ingénieur, là, Jean Tourelle, il dit à Médour, il lui dit, oui, la tradition orale, oui, c'est elle ça, perd. Et l'autre, il dit, oui, mais est-ce que tu es sûr qu'avec tes mots écrits, ça sera pas la même chose? Parce qu'il n'y a plus d'yeux pour regarder, il n'y a plus d'esprit pour entendre. absolument. Enfin, environ comme ça que c'est formulé. Et donc, l'écrit subit actuellement ce que il y a environ jusqu'aux frères Grimm, pour les contes, par exemple, Mhm. jusqu'à ce qu'on les ait fixés par écrit. Andersen, les frères Grimm, etc. Jusqu'à cette époque euh, où on a commencé à figer ces contes. D'ailleurs, on les a empêchés de continuer à se développer en même temps, mais on les a sauvés les contes de Grimm. Et puis, c'est les plus beaux titres de Walt Oui, Disney qui sont sortis de oui, là. Et absolument. donc, ce qui est arrivé à la tradition orale risque maintenant d'arriver à la tradition écrite. On a perdu les trouvères et les troubadours. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, ce que tu écris, c'est que la tradition écrite pourrait subir le même destin que la tradition orale. Là où l'œil ne reconnaît plus rien, la tête finit par s'égarer. Et lorsque les têtes pensantes viennent à manquer, ce qui est un peu le message du jour, il On n'y y a est. bientôt plus personne pour ramener l'écriture à la vie. Mhm. Parce qu'en fait, la richesse des mots est extraordinaire. On peut les tourner dans tous les sens, on peut jouer avec, on peut les chanter, en fonction de l'intonation qu'on va donner, le mot change de valeur. C'est quelque chose d'absolument Alors, le extraordinaire. verbe est en même temps un cadeau dès le moment où il est poétique. Pourquoi? Parce que la poésie a ça de particulier qu'elle ouvre des portes. Et qu'elle elle fait poser des questions, ou elle pose des questions, elle nous interroge. Donc on est dans un champ d'action ouvert. La porte s'ouvre, des questions apparaissent, et je vais aller dans une investigation, dans une dimension autre. Le verbe politique, par contre, ferme des portes. Pourquoi? Parce qu'on attend du politicien à ce qu'il apporte des réponses. On attend à ce qu'il rassure. C'est pour ça que les politiciens viennent toujours très rassurants, ils ont toujours des solutions, ils sont toujours les meilleurs, etc. C'est tout à fait faux, c'est qu'un discours. Mais les gens aiment ça et c'est pour ça qu'ils élisent ce genre de personnes et ensuite ils sont trompés sur la matière. Par exemple, on a élu Macron sur la base de ce genre de considération, puis ensuite on voit que la coquille est vide. Et c'est ça le piège de notre temps actuellement. J'ai fait 20 ans de politique et j'ai vu de plus en plus de coquilles vides prendre des places dirigeantes. Et les gens de substance sont éliminés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens veulent être rassurés.
Mais moi, je pense que c'est justement dans si on veut que la politique, elle ait une valeur et une substance, il faut que les gens qui ont un contenu, qui polarisent même éventuellement, les gens qui ont encore un contenu à transmettre, ben, ils soient en position dirigeante, plutôt que d'avoir des coquilles vides où vous avez une sorte de dégénérescence progressive de la société et personne pour nager contre le courant. Ils nageront jamais contre le courant, les coquilles vides. Ils nageront toujours avec le courant. D'ailleurs, c'est ce qui me fait rire quand j'écoute les physiciens quantiques, etc., qui disent que le vide est plein d'informations. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, moi, il y en a qui sont très vides et il n'y a pas Alors, beaucoup. il y a certains vides comme le vide du désert. Le désert, on peut le Ouais, considérer comme un espace. Ouais, il y a comme un certain vide. Hein. Donc, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de. Voilà. Mais ça grouille de vie quand même. Surtout la nuit, c'est etc. ça. Ça grouille de vie. Et D'ailleurs, puis tous les ensuite, gens qui, il y a un vide. Il y a un vide qui n'est pas un vide spirituel et intellectuel, qui est un vide, bah, le vide que prône par exemple le bouddhisme. On peut aller entrer dans cette dimension-là. ouais, en fait, Teilhard Deschardins, au niveau du désert, il a Oui, rencontré quand même. ce vide, Oui, pourquoi? Parce que si vous avez un espace trop encombré, et ça je le dis aussi dans le livre, oui, Allah, dans le cas là c'est Allah, mais Allah c'est juste le nom que je mets culturellement pour cette histoire. Ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être Shiva, je ne sais pas, on mettra ce qu'on voudra, le Chi, le Tao, absolument. Oui. bien égal. C'est juste cette étincelle, cette substance d'éternité, d'absolu. Si le paysage est trop encombré, eh ben, elle se perd dans ce labyrinthe. Par contre, je dis, je crois une phrase, pourquoi Allah parle à l'homme dans le désert? Parce qu'il n'a que lui pour se contempler lui-même. Absolument, oui, c'est. Ouais. Oui, Donc c'est ça un peu l'idée de oui, base. oui. C'est ça que le désert, évidemment, avant d'écrire ce livre, j'ai quand même pas mal lu sur les Touaregs d'abord, énormément. Donc il fallait que je sache Ça de se quel point voit, de vue, oui. tout ça. Et puis après, j'ai aussi lu tout ce que des grandes plumes ont écrit sur le désert. Saint-Exupéry, par exemple. Il y a Camus. Il y a tout plein de ces déserts, Oui, de ces récits sur le désert. Donc que je me suis, je me suis Capari, fait en à fait. lire. Oui. Alors, dans ton livre, il y a une partie, tout à l'heure, tu parlais des femmes qui viennent à tes lectures, qui sont essentiellement tes lectrices, etc., etc. Mais il faut dire que tu leur rends hommage largement dans ton livre, puisque tu dis, dans le désert, un homme sans femme est un cavalier solitaire livré aux démons, par Eh exemple. oui, Hein. eh oui. Et ce n'est que dans la tente de la femme qu'il trouve refuge contre les mauvais esprits qui sont en lui et autour de lui. Ouais, Donc tu fais quand même de la femme le phare, la lumière, l'inspiratrice. absolument. C'est une extension même de la matrice. Et l'homme a toujours cette nostalgie de la matrice quelque part. Donc nous ne sommes pas des... Bien, oui, ben oui, enfin, nous sommes en plus des mammifères. Le sein féminin, cette attirance, elle est due aussi à ça. On est des mammifères, qu'on le veuille ou Absolument, oui, oui, oui. puis on est sorti de cet espace hyper protégé qui était le ventre maternel. Et tout à coup, on est projeté dans un monde d'hostilité et de froideur. Donc, c'est quand même la naissance, je crois que c'est le premier traumatisme qu'on vit. Et la femme a quelque chose de très rassurant là-dedans. Donc, d'ailleurs, chez les Touaregs, la femme est dominante. C'est une sorte de matriarcat parce que c'est la femme qui possède tous les biens du Touareg, la tente, les ustensiles, les gérablements qu'il peut y avoir, tout ça, tout ce qui est du domaine du moment où le campement est établi appartient à la femme. La seule chose qui appartient à l'homme pour qu'il puisse former le méharis, ce duopole qu'il forme avec le chameau, c'est le Oui. chameau. Voilà. Il y a un autre passage aussi qui est très intéressant, c'est que à force de nous plier aux lois du désert, nous nous sommes rendus compte que la nature sauvage était bien plus civilisée que la sauvagerie civilisée de la grande ville. Il y a des messages dans ton livre qui sont extraordinaires, qui cherche quand même à faire comprendre aux gens qu'en s'enfermant dans les villes, comme tu dis, autour du bruit, autour de l'insécurité, etc., on est en train, en fait, d'y laisser notre âme. On l'a peut-être déjà laissé d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, c'est dans les grandes villes, généralement, qu'il y a les grands chamboulements, les grandes révolutions, etc. C'est jamais dans les campagnes. Là où les gens sont proches de la nature, on fait relativement peu la révolution. On essaye de se défendre contre la révolution, comme les Vendéens au, Oui, dix- début non, fin du XVIIIe siècle. Mais la-
vous êtes la ville, vous avez beaucoup de blabla et peu de substance. Vous allez dans le désert, ils sont taiseux, ces gens-là, ils parlent peu. Mais dans ce silence, il y a une incroyable plénitude qui s'établit. Donc c'est ce terrible paradoxe-là que vit, par exemple, Médour, qu'a vécu Médour, parce qu'avec sa tribu, il a dû s'exiler à un moment donné, dû à une grande sécheresse, Ouais. vers le sud, vers Agadez, dans la grande ville. Et il était comme déraciné. Il dit, il y a plein d'espaces fermés, mais tout est retourné vers l'extérieur quand même. Donc c'est un paradoxe aussi. Et comment voulez-vous qu'on entende la voix de Dieu dans dans ce brouhaha insupportable? Insupportable. D'ailleurs, tu le dis très bien, les grandes villes empestent l'air car il y a beaucoup trop de morts qui s'y promènent sans savoir qu'ils sont morts. Voilà, je retrouve ton humour, hein, parce que c'est Voilà, un peu une... c'est les zombies que des fois je rencontre. Non, mais c'est vrai que bon, j'étais à Paris dernièrement encore pour la promotion d'ailleurs du livre. Oui, Et puis dans le métro, on regarde quand même. Et puis quand surtout on est plus attentif peut-être parce qu'on vient justement d'un domaine où on vit proche de la nature. Moi je suis dans le Valais, la nature est partout, elle est omniprésente. Dès que je sors de chez moi, il y a des arbres, des montagnes, des rochers, des animaux. C'est plein de... Je suis proche de la nature. Donc on est toujours attentif. On a le regard aiguisé. Et tout à coup, on est là dans ce métro, puis on regarde les gens. Alors, il y en a quand même. Il y a des drames humains qui te passent devant les yeux. Il y a des désespoirs. On les voit déambuler. On ressent ces énergies-là. oui, absolument. On s'arrête pas, on passe à autre chose, mais il y a un cumul de ce genre d'éléments dans les grandes villes. Moi, je le ressens assez fortement. Et les premiers 2, 3 jours, je dis toujours à mon éditrice, je dois m'acclimater. Je dois carrément faire un travail sur moi-même parce que c'est un monde je ressens comme, ouais, c'est désagréable au départ. Au départ, c'est pas du tout une énergie positive que je ressens. Ah, on n'est pas Après, accueilli. Oui. on s'habitue, quoi. Et alors, par rapport au thème et au sujet de la paix pour laquelle tu as accepté de venir faire une conférence autour de ton livre, parce que dans ton livre, tu parles pas de la paix, mais on la ressent par contre dans ce désert, où on sent que chacun s'entraide. Il y a cette notion de, puisque je ferai une conférence juste avant toi sur le thème de ensemble, où il y a cette notion justement de solidarité, de partage, qui est bien expliquée dans ton livre, mais il faut le lire à travers les lignes. Et là, Mhm. ça demande quand même une ouverture d'esprit. C'est là où je dis c'est un peu un conte, tu disais une fable aussi, euh, où on peut comprendre ce que c'est qu'une tribu, en fait. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous individualisés, vivant chacun dans notre coin, derrière nos murs, et il n'y a plus cette notion de tribu et de partage. Et parce que c'est la nature, une nature hostile. D'autant plus le désert, c'est une nature extrême. On trouve la même chose dans les Alpes, par exemple, dans les Oui, montagnes. absolument. Oui. C'est des natures qui sont exigeantes. C'est un pédagogue extrêmement sévère. Si je ne respecte pas les lois de la nature, je me casse la figure. Donc je vais en montagne avec un équipement qui est inadapté. Faut pas m'étonner si tout à coup je finis gelé quelque part sur un glacier. Mm. Donc il y a quand même des règles. C'est des lois immuables. C'est comme ça. La nature, elle fait pas de sentiments. Donc face à cette nature hostile, les communautés humaines qui étaient constamment à l'affronter, dans le désert, partout, c'est comme ça, c'est pour la mer, c'est comme ça pour les montagnes, sont obligés de s'entraider. Cette nature nous oblige à être très humains les uns envers les autres, très proches et dans l'entraide. Vous êtes dans une ville, bah, tout est servi sur un plateau, les risques, bon, bah oui, maintenant ça recommence à être risqué parce que ça dégénère. Mais je dis dans la vie normale, une société moderne, vous avez plus nécessairement besoin de l'autre. Vous pouvez tout à fait vous débrouiller dans votre coin. Et puis les gens s'occupent pas trop les uns des autres parce que chacun ses affaires de son côté. Comme vous dites, c'est cet individualisme qui s'est établi. La notion de communauté est en train de s'affaiblir énormément. Et la paix, elle vient. C'est pas quelque chose que je peux artificiellement décréter, comme le fait Trump tout le C'est temps. clair. Oui, 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 oui. Ça ne marche pas. La paix, je dois d'abord l'avoir en moi. Et je Absolument. trouve, par exemple, beaucoup plus de paix en observant les mimiques et la manière de communiquer d'un Poutine. Ça va être une hérésie ce que je dis, mais je ressens beaucoup plus en paix cet homme-là que si je mets en face un Macron, un Starmer, un Merz, etc. Et même Xi Jinping, hein, il y a une sorte de, je ne sais pas comment dire, ouais, une sorte de paix intérieure, Il y a un même si habit. on peut dire c'est des dictateurs. En tout cas, le chinois, c'est quand même plus ou moins un dictateur. On peut, ouais.
Enfin, c'est un système. Moi, j'ai un peu de peine quand même avec ce genre de système. J'aime pas trop le collectivisme. J'ai quand même une part individuelle qui se regimbe un peu contre ces. Oui, mais l'individualité n'empêche pas de partager avec les autres. On peut respecter Oui, l'individu au sens de Jung, de son individuation, d'être ce que nous je suis sommes. d'accord. Euh, Mais quand c'est trop contraignant, ça me. Moi, il y a tout de suite quelque chose en moi qui se regimbe. Donc, je veux quand même avoir un espace de liberté qui me permette de souffler. Et le problème, c'est que lorsque comment dire, je suis convaincu que chaque être humain est bon, d'accord, il est unique et il est un système parfaitement autonome. On peut entrer en solidarité, en rapport avec les autres, mais c'est une sorte de microcosme avec ses règles, et qui est infiniment individuel et non réplicable. Donc, chaque être humain doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une fin en soi. Et il n'y a pas, et c'est ce qui me gêne avec la politique moderne, ce qui me gêne avec les systèmes trop collectivistes, c'est qu'on essaye d'ériger des règles absolues, des règles généralisées pour tout le monde. Or, puisque l'être humain est unique et irremplaçable, et une fin en soi, il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire, moi j'étais pédagogue, j'ai enseigné pendant 30 ans, chaque élève devait être pris de la manière la plus apte qui convenait à son caractère propre. Donc, ce qui m'a gêné le plus dans l'enseignement, c'est qu'on a commencé à considérer la pédagogie comme une science exacte. La pédagogie n'est pas une science exacte, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre avec et de vivre l'autre. La même chose avec la médecine. Même la médecine, c'est pas une science exacte. Vous pouvez, d'accord, les mesures que vous allez prendre quand vous allez mesurer le taux de cholestérol, le taux de ci, de ça dans votre corps, etc. Ça, c'est exact. Oui, ça, on peut mesurer. mais c'est une Mais donnée par contre, mathématique, c'est pas un art. oui. Mais par contre, ce que vous allez ensuite prescrire, et le médicament qui, toi, te fait du bien, moi, il va peut-être me tuer. Donc, c'est Absolument. tellement différent d'un organisme à l'autre. Donc, même la médecine n'est pas une science exacte. Rien de ce qui concerne l'homme est une science exacte. Alors, la politique même, on a essayé de transformer ça en science exacte. Alors, Dieu sait si c'en est pas une, et là, je sais de quoi je parle. Oui, Donc, le problème actuel, c'est ça, à mon avis, et c'est là où on ne trouve pas la paix, c'est qu'on centre tout sur le cérébral, le cortex, c'est uniquement le cerveau. le mental. Roi pouvoir, c'est l'homme homo faber, l'homme qui veut forger son destin envers et contre toutes les lois universelles et qui croit que c'est lui qui va déterminer les règles du jeu. Mais il va toujours être puni par où il a péché. Je veux dire, vous prenez un type comme Reinhard Heydrich qui a inventé la solution finale, à quoi lui a servi son quotient intellectuel 140 si c'est pour inventer la solution finale? Je veux dire, Mais voilà une intelligence dévoyée absolument, quoi. C'est nul. C'est zéro, ça. est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, euh, il y a une peur chez tout individu et de vouloir tout rationaliser, c'est justement parce qu'il n'arrive plus à gérer ses peurs, il n'arrive plus à gérer ses angoisses. Il est face, c'est la théorie de Peter, il est face à son incompétence et donc il veut enfermer le système et faire croire que c'est ce système, justement, qui est la vérité, Il a alors une que, peur qui dépasse toutes les autres, c'est la peur de la mort. C'est le moteur ultime, c'est ça. De devoir se dire, imaginez pour un multimilliardaire qui est puissant, qui est multimilliardaire, qui a tout ce qu'il veut, etc. Et il finit quand même comme tous les autres, oui, comme un petit tas de cendres et de poussière. C'est insupportable. Je pense que le mendiant meurt plus facilement. Il a, il a énormément de moins à perdre quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ce qu'on voit dans ton livre, justement, cette confrontation avec le désert, avec la précarité, en fait, permanente, qui fait que les gens sont vivants. oui. Oui, parce que le fait, c'est le principe même du zen bouddhisme aussi. Cette économie des formes, cette réduction, c'est-à-dire où au lieu de vivre une vie où j'ai besoin de plus en plus d'impulsions pour ressentir de moins en moins, c'est ce qui se passe en Occident, Oui. je consomme à outrance, sexe à outrance, euh, nourriture à outrance. Ben, pourquoi? Parce que je ressens de moins en moins, je suis obligé d'augmenter les impulsions. Et le zen bouddhisme, ou bien alors la sagesse des Touaregs va dans l'autre sens, se dire, mais plus j'avance dans la vie, moins j'ai besoin d'éléments matériels pour obtenir une plénitude à l'intérieur. Est-ce que tu Donc, ressens ça aujourd'hui, toi, qui avances euh, dans la vie? dans la mienne, oui. Oui, Dans la mienne, oui. parce que c'est un phénomène que j'ai aussi, puis que je partage avec ma compagne, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins de choses que ce qu'on croyait.
en fait, ou de ce qu'on nous a fait croire. Mais au début, on a un énorme tapis persan. Notre vie est un énorme tapis persan avec énormément de décorations. Il y a des franges, il y a tout, c'est fantastique. Et puis alors, on essaie d'agrandir encore le tapis. Et puis à un moment dans la vie, on s'aperçoit que, désolé, mais le tapis, il se restreint. Là. C'est peau de chagrin. C'est peau de chagrin. Puis à un moment donné, vers la fin de sa vie, c'est plus que la grandeur d'un timbre-poste. Mhm. Mais, mais attention, c'est pas la surface du tapis qui compte, c'est la profondeur du timbre-poste. Donc vous pouvez ressentir énormément de plus, alors que vous n'avez plus qu'un timbre-poste à disposition, que ce que vous avez ressenti sur l'énorme tapis sur lequel vous dansiez le Kazachok au début. Donc, vous voyez, c'est ça que nous enseigne la forme sonate de la vie. La forme sonate, c'est hyperbole comme ça. Oui. Ça, c'est notre vie, c'est toute vie qui fonctionne comme ça. C'est le cycle des plantes, des animaux, c'est comme ça. C'est un principe inhérent contre lequel on ne peut pas aller. Et il y a des gens qui se disent, et ça, c'est les matérialistes athées généralement, ils vont découper leur réalité en petites portions qui vont se répéter infiniment, et ça leur donne une impression d'éternité. Mais c'est pas de l'éternité, c'est la répétition de l'éternel même, quoi. Et donc, c'est une intemporalité qu'ils arrivent éventuellement à ressentir, une sorte d'intemporalité. Qu'il se fabrique, oui. Ouais, qu'ils se fabriquent. Mm. Au lieu d'accepter cette courbe, moi maintenant dans cette courbe-là, je suis là, hein, puis maintenant il me reste encore là, le bout de chemin là, ben voilà, j'ai accepté ça. Mais ça ne veut pas dire que je baisse les bras, que je fais plus rien. Non, je suis très créatif. J'ai commencé une carrière de chanteur l'année passée, juste une année avant la retraite. Bon, quand même. Donc, jusqu'au bout, je vais le dernier fil de ce tapis, je vais encore le vivre intensément et en profiter intensément. Puis après, ben, on verra ce qui viendra. Mais Est-ce qu'on peut dire que la vie t'amuse? ouais, bon, la vie m'amuse. Oui, bon, franchement, oui, je me fends souvent la gueule. Oui, ça, c'est vrai que non, mais non, des fois, je suis obligé de rire, et même par rapport à, je vois la situation internationale. J'ai une émission sur une télévision française, GPTV. Tous Oui. les jours matin, je fais des commentaires là-dessus et je commente les nouvelles de la semaine. Et non, mais des fois, je vais faire quand même ressortir avec évidemment mon humour grinçant les absurdités dans la formulation de ces gens-là. Quand vous avez une Annalena Baerbock qui dit la guerre, c'est la continuation de la paix par d'autres moyens, moi je trouve ça extraordinaire. Ah ben, Ah oui, non, alors, mais je c'est pense, merveilleux. je pense qu'ils ont des conseillers pour leur écrire tout ça parce que je suis même pas sûr qu'ils aient la subtilité pour jouer à ce niveau-là avec les Dans mots. le temps, il y avait des personnages politiques, je m'en souviens d'une personne, Elena Ceausescu. Il y a un petit livre avec ces grandes déclarations qu'elle faisait. C'est du Ionesco au carré, donc c'est complètement débile. Mais de nos jours, c'est devenu la norme. Il y a tout le monde qui fait de la politique ressemble à Elena Ceausescu, ça devient complètement débile. On est Les gars, ils ne se dans, rendent ouais, même plus compte de l'absurdité de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on a, et ça, je le thématise dans le livre, lorsqu'on on trahit les mots, lorsqu'on trahit ses rêves, les rêves se retournent contre nous. On est puni par ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Dès le moment où vous avez vidé les mots de leur substance, parce que vous avez deux moyens par rapport, non, il y a trois attitudes par rapport au verbe. Soit vous le figez, c'est les dogmatiques, les littéralistes. Vous figez le verbe, vous donnez un statut d'absolu. Il y a le verbe écrit qui doit être appliqué à la lettre, à la réalité. Donc vous figez l'esprit, l'esprit est mort, il n'y a plus que la lettre et c'est principe de mort. C'est figé. Tout ce qui est figé, principe de mort. Ensuite, vous avez l'autre, c'est de vider les mots de leur substance. Donc les mots ne veulent plus rien dire. ça À c'est le ce moment-là, grand il n'y a art, plus de c'est le moraux, il n'y grand a plus art de d'aujourd'hui. morale, il n'y a plus Ouais, de... c'est le grand Et puis art d'aujourd'hui. Ouais. puis au milieu, il y a le verbe poétique. Le verbe poétique, forcément, est un verbe de vérité. Sinon, c'est pas de la poésie. Vous êtes obligé d'être dans le... Et parce que c'est un verbe qui va pas chercher à fermer des portes. Il va chercher à ouvrir des horizons et à poser les bonnes questions. Donc, c'est pas un verbe, c'est pas c'est pas une démarche totalitaire. Alors que les deux autres démarches, elles sont toujours au service d'une sorte de démarche totalitaire. De manipulation, oui, tout à fait. Ouais. Mais ça rejoint le poème d'Aragon. Le poète a toujours raison. Ouais, oui, c'est ça, effectivement. Et les femmes aussi. C'est ça. Et on ressent, en fait, à travers ton livre, que cette notion de désert qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est comme si c'était, alors je ne sais pas, c'est une interprétation de ma part, le conseil ou une information, oui, ou un conseil que tu donnerais
aux humains de dire, faites un peu le vide, recentrez-vous, reprenez conscience de vous-même. Parce que, je vais juste prendre une phrase de ton livre, même si le ciel au-dessus du désert est sec comme le ventre d'une femme stérile, ça grouille de vie en dessous, surtout la nuit. Chaque être humain, chaque organisme vivant, chaque atome est un nomade. Cela, bien des gens, surtout dans ton monde, ne semblent pas encore l'avoir compris. Oui, nous sommes tous des nomades sur cette terre, c'est clair. En même temps, nous, tout, tout bouge, hein, comme disait Alles fließt, tout coule, comme disait Héraclite, hein. Donc, c'est une sorte de flux continu, mais en même temps, et ça, c'est depuis Einstein et la théorie la relativité du temps, on s'aperçoit, et Paul Klee l'a formulé dans une phrase, la vitesse absolue, c'est être. Celui qui arrive à être uniquement, je sais pas, par un exercice de méditation ou autre, il arrive à être complètement à être, il est, il va plus, il va à la vitesse de la lumière. Et Parce nous, que, nous sommes tout le temps en train d'aller à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de repos et de mouvement, de repos et de mouvement. C'est ce qu'on perçoit, nous, comme ça, hein, par nos sens. Mais en réalité, il n'y a que ça. Est-ce que vous arrivez à être parce que le devenir, c'est un mouvement vers quelque chose qu'on n'atteindra jamais, etc. Mais l'être, il est déjà là, il a toujours été là, il sera toujours là. C'est infini, c'est absolu. Et c'est là où nous touchons à l'absolu, par l'être, pas par l'avoir. Parce que l'avoir, ça se perd. ça c'est Ça se clair. perd. La dernière chemise n'a pas de poche, Oui. c'est sûr. Et puis devenir, c'est venir de, ça veut dire on Oui, vient de notre futur. oui. Et les physiciens quantiques aujourd'hui le démontrent, c'est-à-dire que le futur existe déjà. Encore faut-il justement être dans l'être et dans le cœur et en paix avec soi-même pour recevoir cette information. Alors, les rationalistes vous diront, oui, mais alors, le libre choix de l'être humain n'existe pas, puisque tout est écrit, enfin, c'est déterminé les choses, puisque voilà, futur, présent, hein, tout ça, c'est écrit. Non, j'ai un choix. J'ai le choix le plus important, essentiel de la vie, c'est ce fameux choix qui est un peu dessiné dans ce livre. C'est soit je refuse de reconnaître ces lois universelles et que je fuis devant moi-même, au fond. Je fuis dans l'hyperactivité, dans le stress, dans la quête de l'argent, du pouvoir, etc. La Au fond, je peur de m'éloigne mes, de moi-même. la peur de mes propres émotions. Voilà, ouais. Et ou bien je cours avec derrière le temps qui en fait n'est qu'une illusion. Donc, Oui, ou bien alors je m'arrête, disons, et ma tête, j'arrête de la faire tourner au service de ce genre de démarche. Puis je me dis, attends, ça c'est ma conscience, d'accord? Mais ma conscience, il suffit qu'il pète une veine dans le cerveau, puis elle est où ma conscience? Par contre, mon âme, elle est toujours là, parce que moi, je suis toujours convaincu de cette trilogie, hein. Il y a un corps, il y a une âme et il y a un esprit. Il y a les trois. Il y a pas que l'esprit et le corps. Il y a une âme en plus. La preuve, c'est si absolument. vous avez quelqu'un qui a Alzheimer, vous n'accédez plus à l'esprit de cette personne. Son esprit, ben, c'est comme une caverne qui est entourée dans une montagne. Vous avez un trésor caché au fond de cette montagne. La caverne s'est effondrée, donc la galerie s'est effondrée. Vous n'accédez plus. Donc voilà. Mais Mais lui, il l'a encore. le trésor est toujours là dans la montagne. Il est Absolument. toujours là. C'est comme ça pour tout ce qui vit, etc. Je crois aussi au concept de la conscience universelle. C'était d'Arezzo qui avait inventé ça, qui en parlait pour la première fois. Je crois, au XIVe siècle, XVe siècle, le gars qui a inventé les notations de musique. Il avait parlé, le premier, de cette conscience universelle et il avait dit il faut la concevoir comme une sorte d'onde musicale comme une harmonie, l'harmonie des sphères et ces choses-là. Il le voyait plutôt comme un élément musical que comme des algorithmes mathématiques. Et l'autre problème actuel, c'est que regardez-les bien, c'est Klaus Schwab et autres, Hariri et autres là qui nous dessinent l'homme augmenté de l'avenir. Ils sont toujours dans l'algorithme mathématique. Mais la mathématique ne pense pas. La mathématique compte. Elle additionne, elle soustrait, non, mais elle ne pense pas. Il y a autre chose qui pense. Et c'est là qu'il faut se connecter. Et la pensée ne se limite pas juste à notre cortex. Je pense qu'il y a beaucoup plus dans notre corps qui pense que simplement notre cerveau. Je pense que chacune de nos cellules pense, et chaque cellule qui m'entoure pense, et qu'il y a une énergie invisible qui m'entoure, et soit j'arrive à me connecter, soit pas. Et si je veux me connecter, il
Il faut d'abord que je sois moi-même, que je me trouve moi-même, que je crée une sorte d'ouverture qui permette à cet élément de me pénétrer. Si je ferme la porte, ben là, le politique, il ferme tout le temps les portes parce qu'il a des réponses, des réponses, des réponses. Alors, il sait très bien que ces réponses ne suffisent pas. Il sait très très bien. Il sait qu'il a réponse à rien. Mais il va quand même faire semblant d'avoir réponse à tout parce que les gens, ils attendent ça de lui. Et donc, bah, il ne va pas trouver ça. Et malheureusement, il va s'éloigner de lui-même. Et c'est ça qui est pernicieux dans l'exercice de la politique. Parce que c'est difficile à faire de la politique en restant philosophe. Alors, Euh, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, la dimension de l'être, elle se trouve dans la philosophie, et on sait que la philosophie est à l'origine de la plupart des sciences, puisqu'on ouais. cherche la réponse à des questions. Et c'est de là que sont nées la plupart des sciences, grâce à la philosophie. Les sciences ne sont qu'un instrument. En fait, Absolument. c'est Heidegger qui disait la science ne pense pas. Non, on pense d'abord et on pense après, mais la science, elle compte, elle fait que c'est juste, c'est mécanique. C'est pas il n'y a pas de conscience. D'ailleurs, euh, regardez bien ce qu'ont fait les médecins nazis, par exemple. Euh, donc, on voit bien, ils ne pensaient pas, à mon avis. Ils étaient juste. Parce que s'ils avaient réfléchi, s'ils avaient pensé à ce qu'ils étaient en train de faire, ils auraient considéré que les cobayes qu'ils utilisaient, c'est des êtres humains, qui sont aimés par des personnes, qui ont des enfants, qui ont une vie propre, qui sont irremplaçables, et qui sont en train d'intervenir dans l'ordre des choses d'une manière absolument brutale et insupportable et déshumanisante. Et qu'en déshumanisant leurs cobayes, ils se déshumanisent eux-mêmes. Ils auraient dû. Ça, c'est de la réflexion. Ça, c'est réfléchir et penser. C'est pas simplement dire ah ouais à moins 30 là ah ouais là il meurt. Ah oui, bon, ça c'est juste un constat. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la Sorbonne pour ça. Hein. Et c'est là où, en fait, l'homme a perdu son âme, avec justement ce côté mathématique où on mesure tout Exactement. et où Ouais. on a mis des gestionnaires partout à tous les niveaux pour faire des statistiques. Et résultat des opérations, il n'y a plus de vibration, en fait, philosophique. Il y a plus de. Et ce qu'on voit à travers tout ton discours et dans tes écrits, c'est que tu es un poète, tu es un philosophe, tu regardes la vie avec une certaine distance, voire peut-être même une certaine hauteur, parce qu'à la fois elle t'amuse et en même temps elle t'inquiète au niveau de l'humain. C'est ce qu'on ressent à travers ton livre, c'est un parcours. Oui, c'est un parcours initiatique, c'est un roman initiatique. Il y a une quête. Il y a un homme qui, lui, a trouvé cette plénitude parce qu'il est ancré dans une tradition, il est ancré dans une terre. C'est un nomade, oui, mais tout le désert est sa maison. Et son chameau, c'est en plus, c'est une maison Oui, mobile qu'il utilise. Donc, même si il est en mouvement, c'est un nomade, mais c'est quand même quelqu'un qui est ancré dans cet espace de vie particulier. Alors que l'autre, l'ingénieur européen, il est déraciné. Et il est en quête de lui-même, comment je veux dire, il est agité au fond, son âme n'est pas en paix. Par contre, il a un bon côté, c'est qu'il a compris qu'il avait un problème. Ça, c'est l'avantage de Jonas oui, Brunner, là. C'est qu'il a quand même réalisé un moment de sa vie que sa vie est un échec. Et il se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Alors, vu que la méditation, ça ne sera pas son truc, il n'est pas né dans ce un genre de tradition, hyperactif apparemment. alors il va sauver des vies. Il va se dire, bon, bah, alors je vais me mettre au service des autres au moins. Au moins ça. Donc comme ça, je sauve des vies. Et on voit ce gars tout à coup se sacrifier et sauver d'ailleurs cette tribu Touareg, à un certain moment quand même, et répandre le bien pour compenser le fait qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte vers lui-même. Et c'est touchant quelque part, c'est triste, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans notre société, sont comme lui. C'est ce que Et j'allais ils sont dire. pas mauvais. Ils sont pas mauvais fondamentalement. C'est pas des mauvais. Il n'a plus les mots, mais il a les gestes. Ouais. Alors Il a les- voilà, il fait par l'action ce qu'il n'arrive pas à ressentir peut-être dans ses émotions, il n'arrive pas à exprimer, mais à travers ses actions, au moins, il arrive à infléchir le cours des choses de manière positive. C'est ce qui explique aussi les situations actuelles avec tant de violence physique, c'est que les gens n'ont plus les mots, n'ont plus la philosophie pour exprimer justement leur douleur ou leur mal-être et pouvoir s'en sortir. C'est s'exprimer pour ne pas déprimer, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une énorme frustration. C'est d'abord, il faut que je puisse nommer une chose pour pouvoir la penser. Donc il y a quand même là une dépendance, qu'on le veuille ou non. Notre esprit est un fait culturel.
notre esprit, disons, l'acuité de notre esprit, c'est quelque chose. Quand la pédagogie moderne nous dit tout le monde est Mozart, il n'y a pas besoin de faire ses gammes, tout le monde est potentiellement Mozart. Oui, d'accord, ouais, bon, mais ils vont jamais produire le Requiem, ça c'est sûr. Oui, Mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin parce que c'est en eux, il n'y a pas besoin de l'exprimer. Et puis le prof n'est plus qu'un coach qui va essayer de faire en sorte à ce que tous ces petits Mozart puissent vivre là dans leur... Non mais faut arrêter, c'est n'importe quoi. Donc moi, pourquoi? Pour écrire des livres, pour écrire ce livre, il y a du travail. Il n'y a pas juste le don, oui, un certain don de mettre des mots les uns après les autres. Il y a un certain don dans le langage poétique, peut-être. Il y a dans les métaphores, les images, etc., tout ce qu'on veut. Il y a l'inspiration, certes, mais il y a du travail. À un moment donné, il faut s'asseoir et puis il faut commencer à aligner et puis à écrire correctement les choses, c'est-à-dire que vous pouvez pas sortir de la voiture avant d'y être rentré, etc. Ce genre de détails, c'est quand même, bon, il y a un minimum de règles à respecter, il y a des règles de grammaire, et tout ça, ça s'acquiert, et ça, je l'ai acquis durant une longue enfance de lecture, des jours, des heures, des nuits de lecture. par rapport à ta personnalité, fait que les gens ont toujours l'image de l'homme politique et ils n'ont pas cette connaissance justement de tout ce, non seulement ce travail, mais qui fut aussi un plaisir de déguster des livres, de les avaler, même parfois si tu étais un peu boulimique de lecture. Ils ont résonné en toi, parfois pas, mais ils sont restés gravés. Et un jour, ça ressort pour exprimer des choses. Oui, mais ce qu'il reste dans la mémoire des gens, c'est la mémoire du gars qui étale ses adversaires sur infrarouge. C'était c'était un jeu, c'est enfantin, je veux dire. C'était toujours le même schéma, puis à la longue, j'étais tellement craint que les organisateurs ne trouvaient même plus de personnes pour s'opposer. Donc, quand les gens savaient que c'était moi en face, tout à coup, ils avaient quelque chose. Là, ils Oui, pouvaient mais plus. ce qui est Donc, important de comprendre, c'est que cette... j'étais devenu un Oui, tueur, mais verbalement parlant. Mais Mais parce que tu avais ce contenu philosophique, tu ça a avais. été. Oui. Bah oui, Il y a le c'est sens de pas. l'humour, etc., le sens de la formule. Il y avait tous ces éléments. Bon, j'alignais les missiles et puis j'envoyais. Mais c'était le duel à hockey choral. C'était un exercice, avec le recul, je dois dire, c'est un exercice quelque part qui est vain. Parce que c'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. Je sais qu'on me dira, c'est juste, Machiavel a raison. C'est pas Platon qui a raison. C'est pas la République de Platon, hein. C'est fini, ça. Ça n'existe pas, ça, parce que vous n'avez plus les personnes qui pourraient incarner les idéaux que prône Platon dans son texte. Par contre, Machiavel, les gars, ils l'appliquent sans l'avoir lu, hein, ça c'est garanti, hein. Donc c'est bon, il n'y a même pas besoin Oui, d'aller oui. prendre. Alors que Machiavel ne dit pas nécessairement que c'est bien. C'est pas un livre qui prône la chose. C'est un livre qui dit c'est ça la politique. Vous voulez savoir ce que c'est ça. Rien d'autre. Et puis, il a vécu où? Chez les Médicis, hein, à Florence. Hein, Qui n'étaient pas des Florentins, enfants de c'est comme cœur, les hein. Byzantins, c'est l'art de la politique tordu et voilà. Il l'a décrit très très bien dans son ouvrage. Et donc, dans un débat télévisuel, ça paraît être un débat, mais c'est pas un débat. Non, c'est un Vous coup. voulez que ça devienne... Celui qui veut gagner dans un débat télévisuel, s'il va pas dans l'intention de tuer son adversaire, ben, je parle bien au niveau de l'image, hein, au Oui, niveau du oui, oui. verbe, ben, il va perdre. C'est Donc, ça. c'est comme le gars au Quai Coral, là, si les frères Earp, là, ils tirent pas plus vite que le clan des Clanton, là, eh bien, bah, ils sont morts. Donc, Oui. c'est ou lui ou moi. Mais ce qui est Donc, important de savoir, c'est que cette puissance, justement, elle est due à la lecture, à la philosophie, à la réflexion. Elle est due à à tout ouais, ce mais il y a un travail problème. qu'on fait en Il y a un amont. problème. Il y a un problème. C'est que l'image bouffe le verbe. L'image, regardez les films. Vous avez une musique de film, de musique. Vous pouvez regarder un film, vous savez, votre intellect vous dit ce film est complètement con et vous pleurez quand même. Ah, mais c'est quand même fort, hein? Oui, Vous oui, oui. pleurez. Oui, Vous êtes là, vous pleurez comme une madeleine et puis vous savez que c'est prodigieusement idiot et vous pleurez quand même. Donc ça montre la puissance de l'image liée encore à de la musique. oui, c'est ce que j'allais dire avec la musique. Alors que le verbe, lui, alors si les gens prennent un livre et qu'ils abordent vraiment le verbe poétique, etc., alors là, d'accord. Mais dans un débat télévisuel, la cravate que vous allez mettre et les attitudes que vous allez avoir sont beaucoup plus importantes que tout ce que vous allez dire.
Donc c'est dire si c'est con un débat télévisuel. Moi j'ai Ouais, fait une conférence à l'université de Fribourg avec Marc Bonan. Et Marc Bonan nous a fait tout un exposé sur la rhétorique. Parce que c'était ça le sujet. Et il a fait la rhétorique classique, il a commencé chez les Grecs, et puis il nous a fait la totale. Alors donc derrière on se dit on n'a plus rien à dire. Alors je suis arrivé, j'ai dit aux étudiants, là, c'était le grand auditoire de Fribourg qui était plein, mais plein à craquer, ils ont dû refuser du monde. J'aurais dit, bah, moi, je vais vous expliquer la suite de ce que vient de vous expliquer Monsieur Bonan. Ça, c'est la rhétorique classique. Maintenant, moi, je vais vous parler de la rhétorique moderne, infrarouge. C'est quoi un débat infrarouge? Comment on s'y prépare? Qu'est-ce qui s'y joue? Etc., etc. Quelles sont les techniques? Et j'ai commencé à démembrer mes propres débats, mes propres attitudes pendant un débat télévisuel. Et les gars, ils étaient fascinés. Parce qu'ils avaient ces deux visions qui existent dans le même monde. Et c'est de la rhétorique, l'une comme l'autre. absolument. Ouais, Et ouais. vous avez une rhétorique noble. Je trouve que celle que Bonan défendait est évidemment beaucoup plus noble. Et celle-là, ça, c'est vraiment c'est de l'utilitaire pur. Il faut juste gagner et écraser l'autre, mais il n'y a même pas besoin d'élégance. Il faut juste utiliser les bonnes techniques. Mais nous sommes arrivés dans un monde du spectacle. C'est Nous ne absolument sommes ça. plus dans les arts oratoires avec les débats comme ce fameux film avec Denzel Washington. Mais il y a la grande tradition, si vous voulez. Même Danton, il tient sa vie au bout de son verbe. Bon, après, il va être guillotiné. Mais quand même, la défense de Danton, il y a la fameuse pièce de Georg Büchner qui s'appelle Danton's Tod, la mort de Danton. Ils en ont fait des films par la suite. Le texte est extraordinaire qu'a fait Büchner, hein. Donc, c'est celui qui a fait Wojciech. Enfin, bref, c'est Oui, un auteur allemand assez connu. Il a peu écrit parce qu'il est mort assez jeune. Mais quand même, vous avez cette puissance verbale. Et Danton parlait, tant qu'il parle, il est vivant. Sa vie tient à sa parole. Et la parole se tait et il est mort. Donc c'est comme un truc. Et là, alors la rhétorique qui est développée dans c'est encore un moment où vous aviez des tribuns, c'est ça. des orateurs hors pair. Mais c'est en train de foutre le camp à la vitesse grand V. Je veux dire, la jeune génération derrière n'a plus des masses qui ont ces capacités, hein. Malheureusement, parce qu'on ne leur apprend plus. Ben non, On parce qu'il y a plus de... évite les grands classiques. À l'école, on fait même plus de poésie, on n'apprend même plus qu'est-ce que c'est que la prosodie. On s'étonne de la faiblesse des textes des chansons modernes. Et Brel et Brassens, c'était mon enfance, ouais, mais ils sont où maintenant les Brel et les Brassens? Regardez bien ce qu'ils alignent comme débilité dans les paroles. Alors bon, vous allez me dire, la musique moderne, c'est pas pour écouter les paroles. Oui, malheureusement, en français, on le fait quand même. En anglais, c'est vrai. En anglais, on s'en fout. On n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent parce que c'est tellement con. Puis si vous traduisez, alors essayez voir une fois de traduire les Beatles, mis à part quelques chansons, c'est tellement prodigieusement idiot, vous avez intérêt à pas le traduire. Ça ne veut rien dire en français. C'est bête. Au premier degré, c'est idiot. Mais en anglais, ça va. Pourquoi? Parce que c'est plutôt utilisé, les mots sont utilisés pour leur valeur sonore. Le premier à avoir fait ça, c'est Richard Wagner, qui faisait de la psychologie avec les sons et puis de la musique avec les mots. Et c'est pour ça que les livrets de Wagner sont tellement étranges à lire. Parce que les mots ne sont pas utilisés d'abord pour leur sens, mais pour leur sonorité. Ah Et c'est oui, ça qui est assez étonnant chez Wagner. Et c'est le premier à avoir fait ça, puis en fait, il préfigure les Beatles. ah oui, d'accord. Où les Beatles se sont peut-être inspirés. Oui. Et c'est ce qu'on voit à travers ton livre, justement, que je remets là. C'est justement cette capacité que l'on peut avoir lorsque l'on est prisonnier, en quelque sorte, du vide ou du désert, qui n'est pas vide, à mon avis, de pouvoir échanger les mots essentiels qui vont donner du sens. Oui. Parce que ce qu'on retrouve à travers tes textes, c'est justement cette quête de sens. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Et là, bon, ça se passe dans un désert, mais tu as écrit d'autres livres aussi. C'est justement où chaque individu retrouve un sens à sa vie, ou retrouve un rôle pour lequel il peut participer à l'humanité ou à l'humanisme et donner un sens en fait à l'humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de perdre. Et merci encore de ta présence lors de cette conférence du 11 octobre pour justement, je crois, par ta présence et par tes écrits, envoyer le message que nous devons créer du sens, retrouver du sens pour nous aligner, pour être ce que nous sommes, mais aussi un peu, il faut être un modèle pour les autres. Et on le voit bien dans ton livre, que l'un et l'autre se nourrissent du Absolument. modèle très différent qu'ils sont l'un et l'autre. Oui, la différence peut être considérée comme source de conflit
dès le moment où on la voit comme antagoniste, la différence. Donc, alors, ça va faire des étincelles. Ou alors, on peut la voir comme une complémentarité. Moi, j'aime bien le Absolument. yin Oui, et le yang, puisque l'un des deux principes implique l'autre. C'est-à-dire, moi, j'ai des hormones féminins en moi. D'ailleurs, avec l'âge, ils augmentent même. L'œstrogène augmente chez l'homme et chez la femme, c'est la testostérone qui augmente. Mais ça ne veut pas dire que je suis que du noir et il n'y a que du blanc de l'autre côté. Non, dans le noir, là, il y a ce petit point noir. Dans le blanc, il y a le petit point noir. Dans le noir, il y a le petit point blanc. Ça se complète. Et quand il y a cette complémentarité, je crois que les couples qui sont bâtis sur la complémentarité, ça fait 37 ans que je vis avec la même femme, j'ai toujours vécu avec ça. Donc voilà, et ben, ça marche parce qu'il y a ça. Il y a cet élément, je suis complété par l'autre. L'autre a ce que moi je n'ai pas et moi je lui offre ce que lui n'a pas, etc. On se trouve ainsi dans ce. Par contre, je reviens juste à un truc avant, ça m'a fait penser, quand tu dis pourquoi je suis là, mais la réponse, il n'y en a qu'une, c'est je suis là. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de pourquoi, de raison, cause à effet, etc. Non, je suis là. Et si j'arrive à être vraiment là, et à tel point intensément là, je vais automatiquement faire ce qui est juste. Je n'ai même pas besoin de me poser la question parce que ça découlera naturellement de mon harmonie intérieure. Donc c'est ça, c'est pour ça que la recherche, la quête essentielle, elle va vers le fond de soi-même. Et le devis du désert nous renvoie à nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas fuir, on peut pas, il y a pas ce labyrinthe d'éléments, ce kaléidoscope de formes, de couleurs, de sons, de bruits, de divertissements qui me détourne mon esprit, qui me trouble. Il y a le silence. Le silence, c'est le divin qui s'installe. Et c'est Dieu a toujours parlé aux hommes sur une montagne, dans un désert, etc. Et pourquoi Jésus-Christ s'est exilé dans le désert 40 jours Ben voilà. Et à un moment donné, on voit que le diable essaye de le ramener vers le monde en lui disant, mais tout ça peut t'appartenir. Il lui fait la tentation de l'avoir. Et l'autre, il dit, mais non, je suis. Point. Je suis. Il n'y a pas de complément. C'est intransitif. l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, exactement. Mm. Et donc, quand Paul Clé dit la vitesse absolue, c'est être, oui, parce que tu es déjà l'oméga, tu es, l'alpha et tu es déjà l'oméga, être. Il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, de prouver quelque chose, d'aller vers quelque chose, de devenir. Non, c'est là. Il faut juste le ressentir profondément en soi. Je suis. C'est là. Point. Alors là, il y a des exercices pour ça, contrôler la respiration, il y a des moyens, chacun a son moyen. C'est rencontrer avec la nature. Pour moi, c'est l'inspiration, la création. Quand j'écris, je suis loin. Je suis sur une autre planète, je suis sur Sirius, là, je suis loin. Donc vous pouvez faire péter une bombe atomique à 2 mètres, je ne m'apercevrai même pas. Hein. Je Donc, comprends parfaitement. Est-ce que pour toi, justement, être, c'est aussi faire vibrer son cœur, ouvrir son cœur? mais bien sûr, parce que donc, il y a cet être que j'essaye de ressentir dans sa plénitude, etc. Et c'est là le seul problème, le seul critique que j'avais par rapport au bouddhisme. C'est pour ça que je suis resté chrétien. Donc, je suis jamais sorti de l'église. Moi, j'ai été éduqué de manière catholique. Bon, bah, après, c'est pas, je suis pas un dogmatique, je suis pas un ritualiste, etc. Mais bon, je suis pas sorti de cet élément, de cette manière. Pourquoi? Parce que le bouddhisme, lui, c'est un égocentrisme absolu. Il y a beaucoup d'égocentrisme là. Et donc, où est la place de l'autre? Alors que, parce qu'il dit tout est illusion. Tout est illusion. Alors, l'autre aussi est illusion. Alors, mon être, alors, tout est illusion, il faut atteindre ce vide qui me permet ensuite d'entrer dans le nirvana. D'accord. Mais ça, c'est pour moi un peu abstrait comme affaire. J'ai pas été éduqué comme ça. C'est pour ça que ma spiritualité sera différente. Et là, le christianisme, pour moi, parce que vous avez deux éléments qui sont nihilistes. C'est le nihilisme bouddhiste que je viens de décrire et le nihilisme matérialiste. Il n'y a que la matière. C'est tout aussi nihiliste, mais dans l'autre sens. Et vous avez la chrétienté au milieu qui dit non, 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 vous avez un corps, il existe, il y a des désirs, il y a des pulsions, il y a un corps, il y a un cœur, il y a des sentiments, il y a les autres qui ont ça aussi, mais c'est quelque chose qui doit être transcendé. Ah, ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Donc, vous n'avez pas la négation de ce qui est, mais vous devez transcender, parce que si vous ne le transcendez pas, bah, vous n'êtes pas meilleur que le tigre qui bouffe la gazelle, quoi. Donc, vous suivez vos instincts, c'est tout, quoi. Bon, voilà, Oui. bon, ça s'arrête là. Donc, alors que je pense que l'être humain est quand même capable
comme il dit Nietzsche, faut faire descendre, faut devenir une étoile dansante, ou quelque chose comme ça. Donc, dans un des passages de Nietzsche, qui était pourtant, on le dit, c'est l'antéchrist, etc. Mais lui, il a fortement regretté que la vraie foi se perde. Il en avait après les pharisiens, qui avaient tué Dieu, puis qui faisaient encore semblant de le vénérer dans ces églises qui n'étaient plus que les cryptes du divin. J'aime bien le passage dans le Gai Savoir où il décrit l'amour de Dieu. Et donc, il regrettait, et il disait, je préfère encore un gars qui a la foi du charbonnier que ce matérialiste athée ou ce faux derche pharisien là qui prêche la bonne parole et puis qui toute la semaine il fait le contraire de ce qu'il prêche quoi. Donc c'est ça un peu le problème. Et dès le moment où vous êtes dans le vrai, votre parole sera vraie. Vous direz les choses, vous habitez vos paroles. C'est peut-être pour ça que j'étais efficace dans la communication, même politique. C'est que les gens, ils sentaient une certaine sincérité. Le gars, il habite à tel point ce qu'il dit, on voit qu'il y croit. Il est là. Quand il parle, il est là. Jamais quand je parle avec quelqu'un, comme je parle avec toi, ou bien, mais c'est même si je suis dans une foule. Si je parle avec quelqu'un, j'ai pas les yeux à gauche et à droite pour voir qui je pourrais encore rencontrer, puis voir, et puis blablabla. Non, je suis avec lui. Je parle maintenant à cet être humain-là et il mérite toute mon intention parce qu'il est unique et irremplaçable comme moi. Et puis ensuite, si je vais avec un autre, je parlerai la même chose avec l'autre, quel qu'il soit. Et même le poivreau au coin du bar, j'arrive encore à le prendre au sérieux. Mais c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Et ça, les gens chez moi, ils le sentaient. Il n'y a pas d'arrogance. Je suis très, très humble à ce niveau-là. Parce que c'est ce que je suis sur cette terre. Donc, vous imaginez l'immensité de l'univers. Les années-lumière, on voit des étoiles, ça fait des milliards d'années qu'ils ont disparu, on les voit toujours. Donc, imaginez l'immensité de la chose. Et puis, la même chose est vraie dans le microcosme. C'est tout aussi insondable et infini que le macrocosme. Et vous êtes quelque part là au milieu. Donc, bon, c'est bon. Ne vous prenez peut-être pas trop au sérieux. Ça va, hein, ça va. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant qu'à travers tes écrits, ton travail de poète, de philosophe, etc., tu ouvres des portes pour que justement l'homme accède à cette transcendance? Je ne peux que le faire par l'exemple. C'est juste, oui, évidemment. Mais il n'y a pas. Moi, j'ai pas envie de devenir un gourou non plus. Jamais. Même quand j'étais en politique, ça me gênait. Quand tout à coup, tu as une standing ovation, tu as 1000 personnes réunies à Paris ou à Berlin, c'était encore pire, hein, parce que ça rappelle comme des souvenirs. Puis tu as 1000 personnes qui se lèvent au milieu du discours, qui te font. Je me souviens, c'était à la Werner-Stauffacher Straße. J'avais commencé, hier herrscht eine Bombenstimmung. Il y a ici une ambiance explosive. J'ai commencé comme ça, puis c'est là que justement, Stauffacher, elle avait, non pas Werner, comment il s'appelait j'ai oublié le prénom maintenant. Stauffacher, non, pas Stauffacher, Stauffenberg, il avait essayé de tuer Hitler. C'est pas, c'était le gars à longue. C'est de la Stauffenbergstraße, c'est pour ça que je dis l'ambiance est explosive. C'est un jeu de mots. Bon, Oui, là, il y a les rires. Alors, tant qu'il y a le rire, il n'y a pas trop de risques. Parce que le rire, il est libérateur, de toute manière. Donc, tant qu'on fait rire les gens, ça va. Puis souvent, mes discours, il y avait beaucoup de sketch dedans. Donc, c'était comme un alignement de sketch. Mais dès le moment où haranguer une foule et que vous avez l'intention de modifier son comportement, d'induire une certaine attitude qui amènera à certains comportements, où ça s'arrête? Où est-ce que... Et je prenais peur moi-même devant ma démarche. Je sentais, je dis, là, j'étais plus trop tranquille. Parce qu'il y avait des précédents, quand même. oui. Donc, il ne faut pas aller trop dans ce sens-là. Par contre, tant que ça reste bon enfant, puis que finalement, vous avez un discours... c'est aussi le contenu après qui compte, hein, si vous prenez plutôt la paix. Mais je vois que de nos jours, je vois ce Kirk, là, après on peut être d'accord avec lui ou pas, hein, je m'en fous, hein, mais c'est peut-être un gars ce Charlie Kirk, qui vient de se Oui. faire descendre aux États-Unis. En fait, si j'ai bien compris, il était pro-vie, et puis il était pour la paix. Bah, il a pris un pruneau, il est mort. De nos jours, vous prenez la paix, vous prenez la vie, vous êtes mort. Par contre, vous êtes progressiste, vous prenez la mort, l'euthanasie, l'avortement, libération des drogues, etc., etc. La guerre, hein, faut absolument aller tuer le diable qui est à Moscou, c'est bien connu, l'enfer est à Moscou. Hein. Je ne sais pas si vous étiez informé, mais c'est Moscou. Là, il y a le diable. Alors donc, si vous avez ce discours-là, parfait. Et ceux qui en mai 68 disait il est interdit d'interdire. Aimez-vous les uns les autres, qui étaient pour faites la guerre, faites la paix, pas la guerre. C'est maintenant les plus gros va-t-en-guerre. C'est le camp, en jouant en Allemagne par exemple, c'est le camp Rose-Vert. C'est les plus grands va-t-en-guerre.
Donc, vous imaginez le retournement de la situation où tout à coup, vous avez des groupes politiques plutôt de droite ou conservateurs qui, eux, prônent la paix et les roses verts. Que moi, je suis né en 60, je vois encore cette population de Woodstock, etc. Puis on fume des kékés, puis les fleurs dans les cheveux, puis on fait l'amour dans la boue de Woodstock. Ouais, bah non, c'est plus ça. C'est plus ça. Ça a complètement dévié. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai beaucoup de peine maintenant avec la pensée de gauche. Et d'ailleurs, les mouvements de gauche, les partis de gauche en France, en Allemagne, ils sont en train de disparaître. En France, ils ont quasiment déjà disparu parce que dans son essence même, c'est totalitaire. Dès le moment où vous voulez couper toutes les têtes à la même hauteur, vous allez devoir Ah ben là, déshumaniser. on est sur la fin de la Révolution française où ils voulaient effectivement couper toutes les têtes à la même hauteur pour Regardez conserver bien, pour conserver Israël. leur pouvoir Ouais, ouais, parce qu'ils s'estimaient au-dessus. ouais. Regardez bien Israël actuellement. Les opérations de décapitation, non mais c'est extraordinaire, ça s'appelle comme ça. Des opérations de décapitation. Ils ont décapité le Hamas, ils décapitent l'Iran, maintenant ils ont de nouveau essayé, ils ont bombardé, ils vont pour négocier, puis ils leur envoient des bombes. Donc c'est fini, c'est la fin de la diplomatie, c'est la fin de la possibilité du verbe d'être un moyen de paix. Moi, tant qu'il y a des mots, comme pour Danton, tant qu'il parlait, il vivait. Tant que vous discutez avec l'autre, vous avez une chance d'obtenir la paix. Dès que vous arrêtez de parler et que vous envoyez les missiles, c'est fini. C'est mort. On revient sur la partie biblique du Verbe qui s'est fait chair Eh oui. et qui permet justement de créer. Ben, merci infiniment pour Je tout ce dirais que le verbe partage. maintenant, plus il est vide, plus il est cher. Oui, ça c'est une autre chair. Donc, on t'attend le 11 octobre Très à volontiers. Lutry. Et puis, bah, j'ai ma compagne qui Ah organise ben tout ça, voilà. qui est là juste à côté. Bon, voilà. Alors, bah, je me réjouis alors de vous voir en octobre. Absolument. Je sais plus la date, mais j'ai noté dans l'agenda. C'est le 11. C'est le 11 octobre, oui. Merci beaucoup, Oscar. Merci pour cette excellente discussion.